Aujourd'hui, dans notre série Terroir gourmand, nous partons en Gironde découvrir deux produits historiques du Libournais, la lamproie et le Saint-Émilion. Nous irons à la rencontre d'Adrien qui produit un Saint-Émilion bio dans un domaine familial transmis depuis 14 générations. Puis, nous retrouverons David qui pêche un poisson mystérieux qu'est la lamproie. Je vous laisse découvrir ces beaux produits et ceux qui les font vivre avec passion et je vous retrouve juste après pour une recette à base de Saint-Émilion et de lamproie. C'est une terre de vignes parmi les vignes, une appellation célèbre au milieu du Bordelais, une ville et des paysages du Libournais classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et le nectar qui est produit ici, à Saint-Émilion, attire les touristes du monde entier. Du village, on aperçoit des vignobles à perte de vue, situés tantôt sur l'éminence calcaire, tantôt sur les coteaux argileux et parfois sur la plaine sableuse et limoneuse qui finit sa course sur les bords de la Dordogne. Une rivière du Massif central qui rejoint la Garonne quelques dizaines de kilomètres plus bas, puis très rapidement l'océan Atlantique. Dans les méandres de cette rivière gît aussi un animal mystérieux, quasi préhistorique, que David pêche encore pour honorer la tradition familiale. Un poisson qui n'en est pas vraiment un, filiforme comme une anguille et qui a la particularité de se nourrir du sang des autres poissons, la lamproie. Dans les fourneaux, elle est préparée à la bordelaise, c'est-à-dire cuite dans du vin rouge typique de la région. D'ailleurs, à quelques kilomètres de là, à Saint-Émilion, Adrien, un presque trentenaire dynamique, surveille de près l'évolution de son vin. Sa famille possède ce vignoble depuis plus de 400 ans et il en a repris les rênes en collaboration avec son oncle il y a tout juste 2 ans. Nous sommes encore une propriété familiale, et puis une propriété très familiale parce qu'avec mes cousins, donc ma génération, nous représentons la 14e génération consécutive donc de la famille David Beaulieu au Château Coutette à Saint-Émilion. Et être une famille depuis aussi longtemps, aujourd'hui en 2016 à Saint-Émilion, ça relève un petit peu du défi. Toute la famille vit encore sur place aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai aussi grandi ici. Je me suis amusé, étant enfant, un peu partout dans les différentes parcelles, les chemins, les recoins. Donc aujourd'hui, pour moi, de pouvoir travailler ici et de participer à cette entreprise, c'est une joie, un honneur et une passion. Les Saint-Émilion sont un alliage de Merlot, de Cabernet et plus rarement de Malbec. Des vins qui ont du corps et laissent en bouche des notes de fruits rouges. L'hiver n'a pas été trop rude cette année. Et les travaux des champs reprennent tranquillement. Repiquer de nouveaux poteaux, enlever les bois, les brûler, tailler les vignes, les activités ne manquent pas même si les grappes sont encore loin. Adrien supervise l'ensemble sans oublier que son savoir viticole, il le tient de ses ancêtres. Et pour que l'histoire du château Coutette continue, il a bien conscience qu'il se doit d'être lui aussi un relais, un passeur de mémoire. Donc je vais t'apprendre comment on fait. Il apprend aujourd'hui à son cousin à tailler la vigne. Une étape essentielle pour régulariser la production de raisins en quantité et en améliorer la qualité. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va... Tout ça, c'est les yeux. Donc on va en supprimer une sur les deux. On enlève celle-ci, qui n'est pas terrible. On garde le lien et là, on enlève tous les yeux. Et là, on aura 3 branches qui vont pousser. Une qui risque de mourir à cause des problèmes mécaniques. Et les 2 autres, une de chaque côté, qu'on pliera comme ça l'année prochaine. Mailleul, c'est donc mon petit cousin. On est de la même génération. Et en fait, c'est très important que toute la famille soit au courant des différentes étapes, des différents travaux à faire. Et même s'il ne travaille pas avec nous dans sa vie, c'est important qu'il soit au courant. Donc Mailleul, tous les mercredis, lorsqu'il n'est pas à l'école, au boulot. Bon, ça reste gentil, hein, mais résultat des courses, t'as quel âge? T'as 12 ans. Voilà, à 12 ans, Mailleul, il est capable de faire quasiment tous les travaux d'un employé viticole. Efficace et autonome. Bon alors, lequel tu gardes là? Moi je garderai celle-là, ouais. Celle-là je la couperai. Ouais, bien, pourquoi? Parce qu'elle est moins robuste que celle-là. Parce qu'elle est moins robuste que celle-là, et puis celle-là est un petit peu plus haute.
Si je l'embauche, tout de suite. J'espère. Non, mais tu vas à l'école d'abord, et puis quand tu auras fini, on t'embauche évidemment. Il a sa place au même titre que moi, que les autres cousins de la génération. Et effectivement, j'aimerais beaucoup pouvoir travailler avec mes deux cousins. Vous pouvez tous reprendre ça. En tout cas, on a tous autant notre place les uns que les autres. Bon alors, tu sauras tailler le prochain pied de vigne? Parfaitement bien. Parfaitement bien. On dit qu'un bon tailleur, il sait bien tailler après 6 campagnes de taille. Ça prend du temps un peu. Ça prend du temps. Sur la Dordogne, à Sainte-Terre, capitale de la lamproie, on ressent l'effet des marées venues de l'océan. Et c'est à marée descendante que l'on pêche ce mystérieux animal qu'est la lamproie. Un poisson sans en être un, puisqu'il n'a ni écaille ni arête. Un animal particulier jusque dans son goût qui ne ressemble à aucun autre, même si la fermeté de sa chair rappelle celle du thon ou de l'espadon. De décembre à mi-mai, sa capture est autorisée dans la région. David, pêcheur de père en fils, embarque donc 2 fois par jour en quête de ce vertébré d'un autre âge qui n'a pas évolué depuis plus de 450 millions d'années. C'est un poisson qui remonte de la rivière pour venir frayer et pondre, pour se reproduire, qui meurt à chaque fois qu'elle a fait sa reproduction. Toutes celles qui ne sont pas pêchées reproduisent et meurent. Et c'est un cycle de vie qui a à peu près entre 12 et 14 ans. Elle reste en rivière pendant 6-7 ans. Elle repart en mer pour profiter, grossir. Et ensuite, elle refait son cycle, elle remonte de la rivière et elle revient se reproduire. Grâce à son impressionnante bouche bardée de crochets, la lamproie perce aisément les chairs des autres poissons et leur suce le sang le temps d'un voyage. Habile animal, mi-vampire, mi-poisson, qui profite ainsi d'une remontée de rivière à moindre effort tout en se nourrissant. Le filet dérivant, ça consiste à que le filet descende de la rivière et le poisson remonte de la rivière. Donc on vient à la rencontre de la lamproie. Et c'est comme ça qu'on arrive à les capturer parce que nous on descend la rivière et la lamproie remonte de la rivière. Ça part pas bien pour qu'il y en ait. Ah, c'est pas dit qu'on en pêche une ce coup-ci. Peut-être qu'on aura plus de chance au prochain coup. Mais là, il y a la moitié du filet qui est relevé et on n'a toujours pas vu de poisson. On appelle ça un carotte. Dans notre jargon, ça veut dire qu'on n'a pas attrapé un poisson. Ça arrive souvent? Ben, ça arrive de temps en temps. Donc, en espérant que la prochaine fois, on fera mieux. 3 lancers de filets successifs, plusieurs dizaines de minutes de patience et pas une lamproie. Il en faut plus pour décourager ce fils de pêcheur qui a appris ce métier passion dès le plus jeune âge. Mon grand-père faisait la pêche, mon père faisait la pêche. On a été baignés là-dedans depuis tout petit. On partait à la pêche avec mon frère aussi qui fait la pêche, avec mon père. On allait avec lui, on attrapait les poissons dans le bateau, on s'amusait avec. Et ça nous a plu. Et puis voilà, en grandissant, on s'est dit pourquoi pas en faire ce métier. Et on ne regrette pas parce que c'est une passion qu'on a depuis tout petit. Et voilà, c'est travailler avec la nature au gré du mauvais temps, du beau temps. Un brin taciturne et humble, David ne parle que très rarement à la première personne. Pourtant seul au quotidien sur son bateau, la pêche à la lamproie pour lui est une histoire de famille qui se raconte en collectif. Et on peut en dire autant de la passion viticole partagée entre les différentes générations au château Coutette. Un métier que l'on a toujours exercé ici avec le respect du terroir, de la faune et de la flore. À Coutette, notre spécificité, c'est d'être bio, mais pas bio depuis 10, 15 ou 20 ans, mais bio de façon historique, avant même que le mot n'existe. En gros, jusqu'à l'avant-guerre, tout le monde était potentiellement qualifiable de bio. Et nous n'avons jamais suivi cette mode des pesticides, des désherbants, ou encore des engrais issus de la chimie de synthèse. Tiens, voilà, celle-là, c'est la tulipa radii. Radii avec 2 i. Donc on voit bien qu'elle a une forme, tout son nom en œil de tigre. Donc là, c'est une tulipe qui a quasiment disparu de tout le territoire français. Et cette tulipe est très très importante parce que c'est un super indicateur d'endroits non pollués. Nous avons des pratiques environnementales qui sont avant tout liées au fait qu'on vit sur place. Regardez, autour de nous, il y a plein de petites plantes, plein d'insectes, plein de fleurs, des champignons. C'est ça le bonheur.
Derrière cet apparent slogan, on sent qu'au château Coutette, la préservation du cadre de vie est une valeur à défendre à tout prix. Un quart des 16 hectares de la propriété est réservé aux bosquets et aux forêts. Un vrai sacerdoce quand on sait le prix des terres à Saint-Émilion. Et depuis quelques années, Adrien a voulu aller encore plus loin en remplaçant sur certaines parcelles le tracteur par un cheval. Bon, ça va? Impec, ça colle un peu. Ça colle un peu, hein? C'est la dernière pluie, hein? Ouais, faut y aller doucement. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Voilà, t'arrives à éviter les tulipes un peu? C'est pas trop chiant? Non, je commence à avoir l'habitude. Après, il faut pas les confondre avec les poireaux sauvages, quoi. Ouais, là, c'est sûr. Yoniche, droite, hop, et droite. C'est plutôt rigolo, c'est une demande particulière. Ils m'ont fait la première année, j'ai pris ça comme un jeu et c'est génial. Ça veut dire que même en désherbant mécaniquement, on fait tellement du cousu humain qu'on arrive à préserver les plantes qu'on veut, quoi. Déjà, il y a le tassement du sol qui n'est pas du tout le même que si on avait le tracteur, l'aération du sol, le travail qui est beaucoup plus minutieux, qui est beaucoup plus respectueux du pied de vigne, et puis surtout, on revient sur ces parcelles à des techniques traditionnelles. C'est magnifique. On a tout un tas de petites billes de calcaire sur une structure argileuse qui fait 30 cm, et dessous, on a le plateau calcaire massif. C'est la vraie terre à grand cru de Saint-Émilion. Ouais, là, on est dans le top du top. Avec nos merlots à queue rouge, le cheval de trait, on a tout pour produire quelque chose de sympathique. On peut se demander pourquoi Adrien, sur certaines parcelles, cherche à ce point à revenir aux techniques de ses ancêtres. Est-ce par amour de la difficulté, par excès de jeunesse ou simplement pour rendre hommage à ses aïeux? En fait, la réponse se trouve bien cachée au fin fond du caveau familial et elle est liée à l'oncle d'Adrien. Donc j'ai trouvé cette bouteille en nettoyant en 2000, je crois, si je me souviens bien. Ce casier de bouteille qui était un petit peu en souffrance, qui s'écroulait plus ou moins. Et cette bouteille était sous une pile de bouteilles plus récentes. J'ai mis en dépôt à l'abri dans un coin sans m'en inquiéter pendant une quinzaine d'années. Et c'est Adrien qui a redécouvert cette bouteille et s'est inquiété de connaître l'origine. Adrien a bien fait de s'en inquiéter. Car après analyse de la composition chimique du verre par un meilleur ouvrier de France Verrier, le verdict est tombé. Cette bouteille date de 1750 à 15 ou 20 années près. On pense qu'elle est la plus ancienne bouteille de Saint-Émilion existante actuellement dans cet état, sans aucune fuite et avec une couleur qui rappelle plutôt un vin d'une vingtaine d'années, donc qui a très peu bougé. Alors en fait, la bouteille est pleine du fait de la fermeture à l'émery. Fermeture à l'émery, ça veut dire verre sur verre, donc exactement étanchéité complète, donc pas d'échange d'air entre le milieu intérieur et le milieu extérieur, donc pas d'oxydation. C'est en redécouvrant cette vieille bouteille qu'Adrien a eu cette idée. Refaire une cuvée spéciale en se rapprochant des conditions de fabrication des vins de l'époque. D'où l'utilisation du cheval sur ces parcelles d'un cépage moyenâgeux. Un véritable défi aujourd'hui, à l'heure du tout mécanique, mais Adrien aime les relever. Et par souci du détail, il a décidé de faire refaire à l'identique par un maître verrier la bouteille d'origine. Un travail titanesque pour une cuvée d'exception. Quand on parle de travail titanesque, il y en a un qui ne chôme pas sur la Dordogne. David a tenté sa chance en allant relever certaines de ces nasses qu'il laisse plusieurs jours dans la rivière. Autrefois en osier, elles sont aujourd'hui en plastique. Mais le sort s'acharne contre David. Sur la trentaine de nasses relevées, seulement 2 l'emproient. Cette nuit, c'est sûr, il va devoir y retourner. C'est plus prolifique la nuit parce que le poisson, il ne voit pas le filet. Comme on a des eaux assez claires, ça fait que la nuit, le crin du filet n'est pas visible, donc on a plus de chances d'en attraper.
On a l'impression que c'est plus long la nuit, que ça va moins vite. C'est vraiment calme, il n'y a pas un bruit. Donc ça fait une sensation que c'est des nuits interminables. Mais bon, c'est pour ça qu'on amène la radio sur le bateau, on écoute un peu la musique pour faire passer le temps. Ça fait un peu de musique pour les lamproies, elles peuvent venir danser dans le filet. Je ne sais pas si ça les attire ou pas, mais bon, c'est pas sûr du tout. Pendant que la musique fait son effet, David patiente le temps de la dérive. C'est aussi ça la pêche à la lamproie. De longues minutes d'attente dans la nuit noire, seul à bord, en espérant que cette fois-ci, il y aura du poisson. Ah, j'en vois une là. En remontant le filet, David ramasse lamproie après lamproie. Il ne se sera pas levé pour rien cette nuit. En voilà une autre. Vers 4h30 du matin, il rentre chez lui avec une dizaine de lamproies dans le bateau et retourne se coucher pour une petite nuit, car dès demain matin, le travail à terre l'attend. Trois heures de sommeil plus tard, David a changé de tenue. La lamproie, il ne se contente pas de la pêcher, il la transforme. Et pour cette étape, il n'est plus seul. Sa femme Sabine l'aide. Au départ, c'était en soutien à David, comment soutenir son activité et l'aider à la développer. Jamais j'aurais imaginé que je travaillerais dans un laboratoire à transformer la lamproie, vu au regard des étapes de transformation. Et puis au fur et à mesure, je suis tombée dedans, quoi, hein. Je me suis fait aspirer par cette passion autour de la lamproie, ce mystère aussi. Elle est jolie, celle-là, combien pèse? Les étapes sont nombreuses. Il faut enlever le fin limon visqueux, récupérer le sang de l'animal qui sera intégré à la sauce. Trancher la lamproie, la nettoyer, puis la faire cuire de longues heures dans du vin rouge accompagné de poireaux, pour enfin obtenir la recette locale typique si réputée de la lamproie à la bordelaise. Vendre la lamproie vivante ne rapportait plus assez. C'est pour cela qu'ils ont décidé, il y a quelques années, de maîtriser toute la chaîne et donc de la préparer et de la cuisiner. On va à la pêche, on pêche le produit, on le garde en vivier. Quand on en a assez en vivier, on le passe au laboratoire pour le transformer, pour le valoriser. Et on passe comme ça, c'est directement du producteur au consommateur. On n'a pas d'intermédiaire. Bonjour madame. Bonjour, Bonjour. Bienvenue. Et nous avons vu un panneau indiquant que vous vendiez des anguilles, là, non, mais enfin... Ah non, pas des anguilles, des lamproies. Lamproie à la des lamproies. bordelaise. Ah, très bien. Des lamproies, mais c'est quoi ça, les lamproies? La lamproie, c'est un poisson sans écaille et sans arête. C'est un serpent, alors. Voilà, alors oui, ça a la forme. Elle pèse à peu près 1 kg, 1,2 kg. Et c'est sur la remontée qu'elle va être pêchée par mon mari, en l'occurrence. Ce que j'aime, c'est l'animation de la boutique. C'est pas simplement vendre nos produits, c'est en parler. C'est présenter le métier, présenter ce poisson aussi et sa particularité, son histoire, comment il évolue sur les migrations. Et aussi, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est des histoires d'hommes au travers de la pêche, des techniques de pêche qui sont ancestrales et qui sont encore pratiquées aujourd'hui, de moins en moins puisqu'il n'y a plus de pêcheurs. Et puis c'est aussi toute la transmission autour de la gastronomie. Voilà, c'est un plat gastronomique, le lamproie. Et il faut conserver ses saveurs, ce bon goût et le faire connaître par-delà les frontières du Sud-Ouest. Raconter et partager pour ne pas voir ce métier disparaître. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une quarantaine de pêcheurs dans la région. Et si la lamproie continue de traverser les âges, il est fort probable qu'ils disparaîtront les premiers. J'espère que c'est pas un métier qui sera en voie de qui est déjà un peu en voie de disparition, mais j'espère qu'il y aura toujours des pêcheurs pour faire connaître ce produit aux générations futures. Moi, j'ai hérité de ce métier de génération en génération. Ça me ferait plaisir que j'ai mon fils qui reprenne, mais il n'est pas du tout intéressé. Peut-être que le jour où on aura des petits-enfants et si le métier existe encore, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui sera intéressé dans la famille. Ça me ferait plaisir de voir une autre génération qui reprenne le métier.
Réussir à transmettre sa passion ou son métier n'est pas chose aisée. Et voir une tradition familiale s'éteindre est une douleur pour nombre d'agriculteurs. Au château Coutette, la famille David Beaulieu a réussi à traverser plus de 4 siècles et Adrien fait tout pour que ça continue. Depuis quelques années, il a décidé d'ouvrir les portes du château aux touristes pour raconter ce patrimoine familial, montrer ce savoir-faire ancestral et déguster le fruit de ce travail. So this is our traditional winery and we still use this press. Au début, on a commencé à recevoir de temps en temps quelques visiteurs un petit peu perdus ou qui avaient entendu parler de nous. On s'est rendu compte que ces visites marchaient plutôt bien, les gens repartaient souvent avec du vin. Donc on a essayé de développer un petit peu ça. Et tout allait très vite. On est passé de 300 à 400 visiteurs à plus de 1000 visiteurs dès la première année. Alors on va passer à la dégustation. On est sur plutôt l'élégance du fruit noir pas trop mûr. On n'est pas sur du fruit trop cuit, trop concentré. On n'est pas sur du fruit rouge tel que de la fraise, de la framboise, mais vraiment plus l'élégance du fruit noir. C'est un vin minéral. Alors le vin minéral, c'est vraiment ici les 3 terroirs de Coutette qui s'expriment. Et si on n'arrive pas vraiment à identifier ce que c'est que le côté minéral, c'est un petit peu l'opposé du côté boisé ou du côté vert. C'est des producteurs sérieux et qui font des bonnes marchandises à des prix raisonnables. Voilà. Le Château Coutette fait partie de ces producteurs qui sont des gens passionnés et que je viens voir dès que je peux. Aujourd'hui, notre but est d'arriver à canaliser un petit peu tout ça, arriver à mieux le gérer de façon à pouvoir continuer avec des visites privilégiées où on insiste auprès de chaque visiteur, où on reste avec lui, où un membre de la famille fait la visite, ou famille assimilée. Mais on a besoin d'avoir un lien fort avec le visiteur. On n'est pas du style à faire des visites avec un audioguide, par exemple. Nous, il faut que la visite soit personnalisée, il faut qu'on prenne le temps, il faut que les gens se sentent ici chez eux. Se sentir bien chez soi, exercer un métier que l'on aime et participer à la diffusion des traditions régionales ancestrales, voilà ce qui réunit Adrien et son oncle, David et Sabine. Dans le Libournais, on peut imaginer que le vin existera pour toujours, même si celui du château Coutette est en partie menacé par la concurrence de grands groupes et par le prix des terres. La lamproie, en revanche, si elle ne disparaît pas des rivières, risque fort de disparaître de nos assiettes. À moins qu'en grandissant, le fils de David ne prenne conscience de l'importance de ce patrimoine culinaire. Aujourd'hui, je vais cuisiner une lamproie pochée au vin, fenouil et mangue rôtie. Pour réaliser cette recette, pour 4 personnes, il vous faudra 50 centilitres de vin de Saint-Émilion, une échalote, une pièce de lamproie de 1 kg en morceaux, 2 bulbes de fenouil, 2 mangues, 2 grains de poivre blanc en grains, 2 capsules de cardamome, 2 grammes de piment d'Espelette, une branche de romarin, 5 centilitres d'huile d'olive, 30 centilitres d'eau. Pour préparer les légumes, tout d'abord éplucher l'échalote et la tailler en gros tronçons. Peler les mangues puis les couper en 2 dans la hauteur en longeant le noyau central. C'est pourquoi il vous faut des mangues relativement mûres. Détaillez les dernières mangues en gros cubes environ de 2 cm de côté. Enlevez le haut des fenouils sur environ 1 cm. Divisez le bulbe en 2 dans le sens de la hauteur. Détaillez chaque moitié de fenouil en 3 tronçons, toujours dans la hauteur. Ouvrir les graines de cardamome. Pour la cardamome, il est important de bien les ouvrir, ces cardamomes, afin qu'elles dégagent tout leur arôme, tout leur parfum lors de la cuisson. Pour la cuisson de la lamproie, dans une casserole, faire suer l'échalote sans coloration. Les chutes des mangues et de fenouil, les graines de poivre, la cardamome et la branche de romarin. Apporter le vin, porter à ébullition et flamber. Incorporer les tronçons de lamproie. Bien sûr, vous pouvez demander à votre poissonnier de vous tronçonner la lamproie. Et à défaut de lamproie, vous pouvez choisir de l'anguille, par exemple,
ou une truite. Ajoutez l'eau et cuire à petit frémissement pendant 45 minutes. Sortir les morceaux de la lamproie de la cuisson. Mixer le bouillon de cuisson, puis le filtrer à l'aide d'un chinois fin. Une fois que le bouillon est filtré, faire réduire. Pour obtenir la consistance d'une sauce, prendre une cuillère à soupe, plonger dans la cuisson qui réduit, et si la cuillère est nappée de sauce, votre sauce est prête. Faire chauffer l'huile d'olive dans une poêle. Colorer les quartiers de fenouil de chaque côté environ 5 minutes. Puis dans la même poêle, ajouter les morceaux de mangue pendant 3 minutes. Assaisonner de piment d'Espelette et de sel fin. Disposer au centre de l'assiette 2 quartiers de fenouil rôtis. Ajouter 3 morceaux de mangue rôtis. Placer 3 tronçons de lamproie pochée. Napper de sauce. Pour finir, disposer harmonieusement le fenouil cru qui va apporter une note croquante. Je vous souhaite une très bonne dégustation et à très bientôt.